J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons découvert au cours de nos investigations une affaire extrêmement grave, d'une gravité même inédite. Je dirais même c'est une affaire originale par son aspect scandaleux. Pour la première fois de ma carrière de journaliste, je vois que l'État algérien a été poursuivi au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU par des chefs d'entreprise, par des industriels et des entrepreneurs qui dénoncent non seulement des pratiques de corruption, de chantage, de racket, mais aussi des tentatives de meurtre à travers un empoisonnement au cyanure, une méthode qui nous rappelle les pratiques des services secrets des dictatures les plus sombres de la planète ou des bandes criminelles les plus mafieuses de la planète. C'est une affaire que Algérie Part vient d'obtenir. Nous sommes en train de mener une enquête très vaste. Nous allons vous parler de cette affaire à travers plusieurs épisodes. C'est un long feuilleton de révélation que nous sommes en train de vous préparer parce que nous sommes en train de récupérer des documents, que nous sommes en train d'ausculter, d'expertiser et de détailler pour vous expliquer les tenants et les aboutissants d'un scandale, encore une fois, qui n'est pas uniquement lié à la corruption. Et du trafic d'influence et des abus de pouvoir. Il y a aussi une tentative de meurtre et de liquidation d'une chef d'entreprise qui visiblement a dérangé des lobbies puissants au sein même du régime et pas n'importe quelle composante du régime algérien. Il s'agit de l'institution militaire et du ministère de la Défense nationale. Cette affaire a été officiellement déposée au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU au mois de septembre 2025. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les Algériennes et Algériens en entendent parler, mais de façon très vague. Il est basé à Genève, c'est l'organe intergouvernemental des Nations Unies qui est chargé des questions du respect et de la surveillance des questions des droits de l'homme à travers la planète. Son rôle, non seulement est de promouvoir, mais aussi de protéger les droits humains dans le monde. Chaque année, il a des sessions qui se déroulent chaque 3 ans. Il est composé de 47 États membres. Tous les 4 ou 5 ans, il y a ce qu'on appelle l'examen périodique universel, c'est-à-dire que les Nations Unies prennent tous les États membres des Nations Unies et on examine pays par pays la situation des droits de l'homme. Mais il y a aussi des sessions régulières qui sont chaque 3 ans ou des sessions extraordinaires. Et lors de ces sessions, les rapporteurs spéciaux au niveau de l'ONU et des experts qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. Il y a un rapporteur spécial chargé de la question de la torture, un rapporteur spécial chargé de la question de la liberté d'expression, un rapporteur spécial chargé de la question de la détention arbitraire. Ils soumettent des rapports sur des problèmes qui se déroulent dans des pays qui sont membres des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU convoque ou auditionne les représentants de ce pays auprès des Nations Unies à Genève, et l'État qui est incriminé, qui est dénoncé pour des violations ou des atteintes aux droits de l'homme, doit s'expliquer, doit fournir des justifications. Alors je m'explique, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas un tribunal, il n'a pas de valeur, ses avis n'ont pas de valeur juridique, il ne rend pas des verdicts, mais il fait des sortes de résolutions dans lesquelles il exerce des pressions et il dénonce les atteintes aux droits de l'homme et les violations des droits humains. Et il exerce des pressions, il demande aux États membres des Nations Unies de corriger rapidement ces dérives et ces dérapages, de réhabiliter les victimes et de leur restituer leurs droits. C'est un outil de pression. Ce n'est pas un tribunal comme la Cour pénale internationale par exemple, mais c'est un outil de pression qui permet de dénoncer, d'afficher, d'épingler les États qui persécutent leurs citoyens ou leurs ressortissants, qui les violentent ou qui les violent ou qui bafouent leurs droits les plus élémentaires en matière de droits de l'homme. L'Algérie ou l'État algérien a l'habitude d'être traité au niveau d'être traité d'État totalitaire, dictatorial, d'être accusé, d'être critiqué ou d'être accusé plutôt de violation des droits humains. Sauf que cette fois-ci, depuis l'affaire qui remonte, cette affaire que nous avons pu obtenir, dont nous avons pu obtenir le dossier et qui a été inscrite, qui a été déposée en termes de communication au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en septembre 2025, elle est particulière. Pourquoi ? D'habitude, les affaires
dans lesquelles l'État algérien est incriminé au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sont des affaires qui impliquent des activistes, des journalistes indépendants, comme votre serviteur, quand j'ai été emprisonné, torturé ou condamné à mort, des activistes du Hirak, des opposants politiques, des détenus politiques, des détenus d'opinion. C'est dans la majorité des cas jusque-là, c'était essentiellement cela, les affaires qui dénonçaient ou qui étaient portées à la connaissance du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour épingler l'État algérien. Or, cette fois-ci, nous avons des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise qui ont décidé de saisir le Comité des droits de l'homme au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour porter à sa connaissance un cas ou des pratiques qui ne sont pas inédites en soi, mais c'est des premières fois que moi je vois des chefs d'entreprise qui disent ouvertement et qui fournissent des preuves et qui fournissent tout un dossier qui, selon nos sources, pour le moment, selon ce que nous avons pu consulter, est détaillé et composé de plusieurs preuves, rapportant des pratiques non seulement de corruption, d'abus de confiance, de chantage, mais aussi une tentative d'assassinat à travers un empoisonnement. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un couple, deux industriels, qui dirigeaient un groupe privé, le groupe BMI. Le groupe BMI, c'est un groupe privé algérien qui était spécialisé au départ dans l'immobilier et dans ce qu'on appelle l'imprimerie bancaire. Ce groupe, qui date des débuts des années 90, était leader au départ dans un secteur très méconnu du grand public algérien, qui est la production et la fabrication des carnets de chèques, des cartes bancaires, de tout ce qui est monétique ou tout ce qui est document comme chèque que les banques algériennes ou les banques étrangères installées en Algérie utilisent pour leurs opérations commerciales européennes. Les bons de trésor aussi. Donc du papier et des cartes bancaires à la fois. La documentation bancaire nécessaire pour les opérations commerciales et les opérations financières. Le groupe PMI s'était aussi diversifié et était déjà aussi connu dans la promotion immobilière. Dans l'immobilier, il était dirigé par un couple, M. Mehdi Bouslama, excusez-moi, Mehdi Bouslama, et son épouse Nawel Qara Bouslama. C'était un groupe respectable, d'après nos investigations. C'était un petit, c'est pas un immense groupe, c'était pas Al-Abrab ou Al-Haddam, c'était un groupe très respectable qui employait en permanence une cinquantaine de personnes et qui par la suite a employé une centaine de personnes et qui faisait un chiffre d'affaires qui variait de 15 jusqu'à même 20 millions d'euros par an. Donc c'est quand même très respectable, très appréciable. Ce groupe en 2013, les deux chefs d'entreprise, donc Mehdi Bouslama et Nawel Qara Bouslama, étaient en charge de mettre en place un projet immobilier ambitieux au départ avec le ministère de l'Éducation nationale pour construire dans la wilaya de Boumerdès, plus exactement vers Boudouaou, une promotion immobilière de 1100 et quelques logements. À la surprise générale, ce ministère de l'Éducation nationale, le projet devait se faire avec le syndicat national des travailleurs de l'éducation, c'est un syndicat national des travailleurs de l'éducation nationale, affilié à l'EGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Ce projet a changé de vocation au cours de route, au cours de chemin, de façon spectaculaire et inédite. Le ministère de la Défense nationale oblige le ministère de l'Éducation nationale de se dessaisir, de se retirer du projet, pour que l'assiette foncière, qui était à peu près, selon nos investigations, d'une quinzaine d'hectares, et pour que ce projet immobilier soit consacré ou soit dédié aux travailleurs du ministère de la Défense nationale. Donc le groupe BMI, il a été surpris par la démarche, mais bon, on est en Algérie, le ministère de la Défense nationale a exprimé le besoin urgent de construire des logements, et le projet, on est passé de 1100 et quelques logements à 1400 et quelques logements, plus exactement 1432 logements, d'après nos vérifications. Donc, c'est le MDN qui est devenu l'interlocuteur de ce groupe privé BMI et qui lui a demandé de construire ces logements. Alors, vous savez, en Algérie, comme dans tous les pays du monde, les promoteurs privés, les groupes qui construisent des logements ne le font pas sur leurs fonds propres. Très peu, pratiquement, pour ne pas dire, sauf peut-être les géants mondiaux qui pèsent des centaines de milliards de dollars.
le fonds, utilisent leurs fonds propres pour construire des logements. On passe généralement par des banques, par des crédits bancaires pour financer un projet immobilier. Ensuite, les appartements, les logements seront vendus à des clients et les clients vont payer. Le promoteur va payer la banque, il prend son bénéfice, sa plus-value. Donc, il y avait un crédit de la CNEP Bank qui a été accordé au groupe PMI et les travaux ont commencé en 2013. Rapidement, un bureau d'études qui s'appelait Bureau d'études Ouyahia, que moi je ne connais pas. On est en train d'enquêter sur ce bureau d'études qui était en charge, qui a été agréé et accrédité par le ministère de la Défense nationale pour assurer le suivi et la supervision de ce dossier, parce que dossier du projet immobilier, le promoteur qui construit, vous avez régulièrement souvent des sous-traitants qui sont des sociétés de construction, il y en a un certain nombre de sous-traitants qui construisent des logements, l'environnement extérieur, les infrastructures nécessaires au milieu de vie d'une résidence immobilière, etc. Et vous avez un bureau d'études qui est chargé de suivre, de superviser les travaux, d'évaluer leur évolution, la conformité avec certaines normes de sécurité, de normes d'urbanisme. C'est un bureau d'études. Ce bureau d'études était dirigé à l'époque par une certaine Hayat Ould Ouyahia. Hayat Ould Ouyahia. Donc, c'est une personnalité intrigante sur laquelle nous sommes en train d'enquêter parce qu'elle a joué un rôle important dans ce dossier-là. Et je vais vous donner son nom exact, voilà, Ould Yahya plutôt, Ould Yahya Hayat. Cette Ould Yahya Hayat, elle chamboule, elle va provoquer un énorme chamboulement, puisque elle va demander aux deux chefs d'entreprise, Mehdi Bouslama et son épouse Nawal Qara Bouslama, elle va leur demander directement un pot de vin. Elle va leur dire, écoutez, apparemment, vous n'avez pas compris comment ça se passe. Vous faites semblant de ne pas comprendre. On vous exige de payer. À l'époque, c'était 20 milliards de centimes. 20 milliards de centimes. Le dinar était encore en forme. Il avait encore ses moustaches, on va dire. Il avait encore ses moustaches par rapport à l'euro et aux devises étrangères. C'était l'équivalent de 2 millions d'euros. Les deux chefs d'entreprise étaient naturellement choqués, offusqués. Au nom de quoi on leur demande 2 millions d'euros. Ensuite, cette dame revient à la charge et elle assume clairement sa position. Elle leur dit, écoutez, il ne s'agit pas d'une facture ou d'une prestation, c'est un pot de vin. Si vous voulez poursuivre le projet, si vous voulez continuer à faire ce projet avec le MDN, avec le ministère de la Défense nationale, vous devez payer ce pot de vin de 2 millions d'euros. Les deux chefs d'entreprise qui sont intègres et honnêtes et qui voulaient faire leurs affaires dans la moralité, dans un cadre très strict sur le plan de la moralité, et qui ne voulaient pas donc salir leur probité personnelle, ils ont dit, jamais de la vie, nous on ne mange pas de ce pain. Ils ont refusé de payer ce pot de vin à 2 millions d'euros. Ils se plaignent, ils déposent plainte au niveau de la gendarmerie nationale, mais avant de déposer plainte, ils vont saisir le ministère de la Défense nationale, qui est le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire du projet immobilier, à qui les 1432 logements vont revenir, parce que ces logements vont devoir profiter à des militaires, aux fonctionnaires, aux travailleurs du ministère de la Défense nationale, et aux militaires qui travaillent ou qui sont des officiers de l'armée nationale et populaire. Le responsable de l'action sociale, du département social, au niveau du MDN, du ministère de la Défense nationale, il y a un département qu'on appelle le département de l'action sociale. C'est lui qui dirige généralement et qui supervise les projets de construction de logements. C'est lui qui distribue les logements, qui donne des logements à des militaires, qui leur affecte des logements, qui prend en charge tous leurs besoins sociaux. C'est un immense département du ministère de la Défense nationale qui est dirigé depuis de longues années par un général-major qui s'appelle Zerrouk Dahmani, qui est l'un des poids lourds de l'institution militaire algérienne, sur lequel nous allons vous parler prochainement, parce qu'il aurait joué, selon nos investigations, un rôle déterminant dans cette affaire. Zerrouk Dahmani, on va revenir dans les détails, mais ça fait plus de 15 ans qu'il dirige ce département, presque même 20 ans. Il était à l'époque de Gaïd Salah, il est resté à l'époque de Saïd Chengreha. Au moment des faits,
Ça fait entre 2013 et 2014. C'est lui qui était responsable de ce département. Donc, c'est lui qui dirige tous les financements, tous les budgets pour construire des logements, pour organiser les vacances, les colonies de vacances pour les enfants des militaires, pour les transferts pour les soins et les prises en charge médicales des militaires qui doivent se soigner à l'étranger, les clubs de vacances, les hôtels, les lieux d'hébergement et les centres de repos familiaux pour les militaires. Donc, c'est un département puissant qui dispose de budgets importants pour financer ou gérer ou diriger des prestations sociales extrêmement importantes, puisque nous avons une armée, l'armée algérienne, c'est pratiquement plus de 450 000 personnes, avec les fonctionnaires, le personnel civil, les soldats, les officiers, les membres des unités de combat. C'est un État au sein d'un État, ça vous le savez. Donc les deux chefs d'entreprise, Nawel Qara Bouslama et Mehdi Bouslama, vont saisir Zerouk Dahmani. Ils vont le voir à 3 reprises, en présence d'un officier supérieur du DRS, des services secrets. Ils vont lui dire: qu'est-ce qui se passe, monsieur le général? Nous avons cette dame, Hadi Hayat Ould Yahya, qui nous demande un pot de vin, et nous demande de payer 2 millions d'euros, et c'est normal, elle nous a bloqué, parce que quand ils ont refusé de payer le pot de vin, on leur a tout bloqué. Le projet n'avançait plus. La première entreprise qui devait réaliser ce chantier, elle a eu des difficultés, elle a été sabotée. La deuxième, la même chose. Ils ont rencontré une série d'obstacles insurmontables. Donc le projet a été complètement paralysé. Sauf que le groupe BMI avait contracté un crédit auprès d'une banque, la CNEP Bank. La CNEP demande de rembourser le crédit, doit être remboursé, des échéances et des mensualités. La banque, elle s'en fout, elle se contrefiche des difficultés de l'entreprise. Il y a des dizaines d'employés qu'il faut qu'ils soient payés, il y a des charges. Donc le groupe BMI a été étouffé, il a été détruit. Contre ce projet qui était son principal projet immobilier pour lequel il s'était endetté auprès d'une banque pour le réaliser. Ce bureau d'études avait le pouvoir, visiblement, une emprise sur le ministère de la Défense nationale, cette Hayat Ould Yahya, elle a bloqué le projet. Donc, Zerouk Dahmani, donc le général-major Zerouk Dahmani, il a été saisi, interpellé à 3 reprises. Il a promis de régulariser la situation, de remédier à la situation. Ensuite, il ne répondait plus. Il a disparu des radars. Et plus personne, au niveau du ministère de la Défense nationale, ne voulait donner une suite favorable ou prendre même en considération, en charge, ou même répondre au téléphone aux sollicitations du groupe BMI. Les deux chefs d'entreprise ont été livrés à leur sort. Projet à l'arrêt, la banque les étouffe, ils doivent tout rembourser, c'est la faillite programmée. Par la suite, il faut savoir qu'avant d'arriver au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la vérité, c'est ce que nous avons découvert au cours de notre enquête. Ces deux chefs d'entreprise ont saisi tout le monde. La présidente de la République, le Premier ministre, le DRS à l'époque, ils ont déposé plainte partout. Au niveau de la gendarmerie nationale, la brigade de Bab Jdid, au niveau d'un tribunal basé à Boumerdès. Le dossier a été même transféré vers 2016-2017 au tribunal militaire de Blida. Donc toutes les démarches, toutes les instances ont été saisies. Et malgré cela, rien n'a été fait. Pire encore, et c'est le point le plus sombre de ce dossier, nous apprenons que au cours de l'année 2017, dans des conditions troublantes et scabreuses, Madame Nawel Qara Bouslama a été hospitalisée pour des troubles respiratoires et pour des graves symptômes respiratoires. Elle n'a pas pu se soigner en Algérie, elle a été transférée, elle est partie en urgence pour se soigner en France. Arrivée en France, dans un hôpital dans le sud de la France, elle réalise un certain nombre d'examens médicaux. Ces examens, qu'est-ce qu'ils dévoilent? Ils dévoilent une intoxication au cyanure. Et les avis médicaux, le diagnostic médical, il est clair, net et implacable. Une intoxication au cyanure, ça ouvre la porte à une suspicion d'une tentative d'empoisonnement survenue en Algérie. On a voulu l'empoisonner. Les avis, nous sommes en train de collecter tout le dossier. Nous vous montrerons des pièces à conviction ou des documents vraiment très clairs mais très accablants pour étayer toutes les informations que nous sommes en train de vous révéler. Elle a été empoisonnée. L'empoisonnement s'est déroulé à Alger. Elle a survécu miraculeusement, cette chef d'entreprise, puisqu'elle a eu le temps d'être transférée, de venir en urgence en France pour se soigner.
Et dans un hôpital public en France, il y a eu un rapport, un diagnostic médical qui a conclu et qui a constaté une intoxication au cyanure, donc une tentative d'empoisonnement, ça veut dire une tentative d'assassinat. On a voulu assassiner cette femme. En attendant, en parallèle, c'est-à-dire, en plus de cette mésaventure cruelle, son mari Mehdi Bouslaman, qui est aussi le patron du groupe BMI, dans une affaire judiciaire où il était uniquement témoin, en 2020, vers 2024, ou 2023 ou 2024, il est devenu suspect et coupable et condamné à de la prison ferme, alors qu'il était uniquement témoin dans une affaire d'escroquerie. Le groupe BMI a été détruit, les emplois ont été détruits, le projet ralenti, bloqué, gelé et n'a jamais pu voir le jour. Madame Nawel Qarab Bouslama a été empoisonnée, elle a failli mourir, elle a failli être assassinée. Et son mari, Mehdi Bouslama, il se retrouve condamné à la prison ferme, alors qu'il était uniquement témoin, il n'a strictement aucun lien, ni de près ni de loin, avec une affaire d'escroquerie. C'est comme ça que nous avons, c'est comme ça que le régime, c'est comme ça que les cercles les plus malveillants, les plus opaques du régime algérien ont détruit toute une famille et tout un groupe privé qui était prospère. Alors, par la suite, la filiale immobilière s'est effondrée, les activités du groupe BMI dans la pression bancaire, les activités ont été gelées, stoppées par les autorités algériennes et le groupe s'est effondré. Toute une famille, toute une entreprise, l'entreprise a été ruinée, les actionnaires de l'entreprise ont été ruinés. Après avoir épuisé tous les recours, nous l'avons vu dans le dossier que nous avons récupéré, les deux chefs d'entreprise ont saisi le Conseil d'État, la Cour suprême, le tribunal militaire, la présidente de la République, le premier, ils ont saisi toutes les instances judiciaires et politiques et administratives de l'État algérien. Aucun de leurs droits n'a été respecté, n'a été pris en considération. Ils ont été ainsi forcés de se tourner vers le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour déposer une sorte d'équivalent d'une requête. C'est une requête, c'est pas une plainte, c'est une requête au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU consacre une session à leur affaire, au cours de laquelle les représentants de l'État algérien vont être auditionnés et questionnés à propos des pratiques scandaleuses et qui violent de nombreuses dispositions du droit international. Le droit international, existe. Les dirigeants algériens peut-être ne savent pas qu'il y a un pacte universel qui garantit les droits de l'homme et que l'Algérie avait signé. On reviendra sur ce sujet avec plus de détails, et qui engage l'État algérien à respecter un certain nombre d'articles de loi pour garantir le minimum syndical des droits humains. Le minimum syndical dans ce dossier n'a pas été respecté. Nous avons un chef d'entreprise qui a été victime d'une tentative d'assassinat et son mari qui a été victime d'une tentative d'emprisonnement arbitraire et toute une corruption, clairement une tentative de corruption. Demande de pot de vin, raquette, un chantage caractérisé, documenté, et nous allons aussi vous montrer des documents de ce sens-là, des plaintes qui ont été déposées, un appareil judiciaire civil et militaire algérien qui n'a pas pu se mobiliser et qui n'a rien pu faire, et une famille à la fin totalement brisée, une entreprise privée qui était prospère, qui réalisait un chiffre d'affaires de 15 à 20 millions d'euros, qui aujourd'hui appartient au passé, parce qu'elle a totalement disparu du paysage économique algérien, après avoir été rayée par des lobbies malveillants qui ont voulu la racketter encore une fois et lui faire du chantage. Algérie poursuit son enquête. C'est une affaire très grave. Nous allons vous publier, nous allons vous montrer dans les prochaines émissions que nous allons publier dans les heures et jours à venir, des documents accablants qui vous donneront un aperçu très clair sur l'ampleur inédite et les dessous inédits de ce scandale.